découvert brusquement que ça ne m'intéressait plus. J'ai tout abandonné. Pognon, 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 pognon. Je n'entends parler que de ça tous les jours. Ce qu'il faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. L'avenir, toujours si clair pour moi, était devenu comme une autoroute sombre la nuit. Et toi, t'es heureux? Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui ont démarré une nouvelle vie. Qu'ils aient eu un déclic ou qu'ils aient pris une claque, nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Cette semaine, j'accueille Marie Quincé. Marie a enchaîné les jobs dans la publicité avant de cofonder la start-up Prête-moi ton chat. Ce site web permet de faire garder son chat pour un prix dérisoire, tout en faisant une bonne action puisqu'une partie des bénéfices est reversée à une association. Marie avoue facilement ses difficultés à supporter l'autorité et le manque de liberté qui l'ont poussée à quitter un travail, disons, conventionnel. Elle vit maintenant au Canada afin de poursuivre son rêve de devenir actrice de cinéma. J'espère que cet épisode vous plaira autant que les précédents. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, ça nous aide énormément à le faire connaître. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne SoundCloud ou sur iTunes. Bonne écoute. L'idée de base, c'est qu'en fait, moi, j'ai suivi un parcours tout à fait typique de bonne élève. J'ai fait une prépa, je suis allée en école de commerce, j'ai étudié un peu à l'étranger et après ça, en fait, j'ai travaillé dans la pub. Je suis rentrée dans une grosse agence de pub parisienne. C'était quelque chose que j'avais toujours... En fait, à 16 ans, j'ai décidé que je voulais travailler dans la pub. Donc, il y a beaucoup de gens qui savent pas du tout ce qu'ils veulent faire jusqu'à très tard. Moi, je savais exactement ce que je voulais faire en étant ado. Et du coup, tout ce que j'ai fait, je l'ai construit pour en arriver là, pour arriver dans la pub. Donc, j'ai réussi quelque part. C'était un peu... Et en fait, donc, j'ai travaillé pendant à peu près 1 an et demi dans la pub à Paris. Et ça me va plus du tout. En 1 an et demi, j'ai travaillé dans 3 agences différentes. Donc j'ai eu la démission assez facile. C'est un petit peu étonnant de se dire quand on est enfant, j'ai envie de travailler dans la pub. En général, les gosses, ils veulent devenir cosmonautes ou footballeurs professionnels. Ouais. En fait, c'est vrai que je connaissais pas du tout la communication, mais j'ai rencontré une nana qui était attachée de presse et qui c'était les journées info carrière de mon lycée et qui nous a parlé de son métier et je me suis dit non mais c'est trop bien, je veux travailler dans la communication. C'est ce que je veux faire. Et c'est vrai qu'à 16 ans, les adultes trouvaient ça un peu bizarre en disant mais ça veut dire quoi? Enfin, je comprends même pas de quoi tu parles. Mais moi, j'avais décidé ça. J'avais repéré les écoles. Je m'étais bien renseignée. Je connaissais des gens. Enfin, j'avais notamment une prof dont la fille bossait dans la communication, donc j'étais allée la voir pour lui demander quel était son parcours et quelle était la meilleure chose à faire. Enfin, j'avais tout bien calculé. C'était très calculé, quoi. Tout était bien précis. J'ai bien suivi le petit chemin qu'il faut et ça a marché. Enfin, j'ai placé tous les pions pour arriver à mon but. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte après que mon but c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, tout simplement. Mais je pense qu'on est beaucoup, surtout notre génération, à rentrer dans le monde du travail et se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. C'est parce qu'on nous avait promis. Et moi, la pub, ça m'a beaucoup fait ça. J'ai pas du tout aimé le fait d'être managée. Je trouve que, on me donnait pas du tout de responsabilité. Ma première démission était liée à ça en fait. J'étais dans la boîte depuis 2 mois et demi et j'ai démissionné parce qu'on m'a proposé quelque chose ailleurs et je me suis dit non mais ça sera mieux. Et en fait c'était ça, c'était pas assez de responsabilité, pas assez de. Enfin moi je trouvais qu'on était jeunes, on avait plein d'énergie, on avait une volonté de malade, une motivation de malade et on nous cantonnait à prendre des notes pendant les réunions ou je sais pas, enfin on nous demandait de faire des trucs qui étaient vraiment tout pourris et pas du tout motivants et je trouvais que c'était de gâcher le potentiel
Et tous les jeunes de la boîte, enfin, je trouvais que le potentiel des jeunes était complètement gâché en agence. Et du coup, je trouvais ça assez frustrant et j'ai rejoint une autre agence de pub qui était plus petite et où du coup, on m'avait promis plus de responsabilités. Et en fait, il s'est trouvé que oui, en effet, je gérais des campagnes toute seule, mais derrière, on avait des patrons qui vérifiaient tout, qui voulaient être en copie de tous les mails, qui étaient tout le temps derrière notre dos. Et, euh, et c'était une agence qui tournait sur le harcèlement moral complètement, où on nous faisait comprendre qu'on avait de la chance d'être là, qu'on n'avait pas intérêt à nous plaindre, qu'il fallait qu'on soit dispo 24/24, qu'on ait toujours nos téléphones allumés au cas où un des patrons nous appelle. Et à côté de ça, bien sûr, on était sous-payés, et du coup, c'était un peu mes premiers pas dans la pub. Et c'était assez... c'était pas terrible, quoi. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et j'ai pas du tout bien vécu, ce qui est assez normal. Donc j'ai démissionné de cette la troisième en tout, agence. Donc juste parce que c'était pas du tout un environnement sain et que ça me plaisait pas. Et en fait, après avoir démissionné, j'avais aussi fait mes démarches pour partir au Canada. Donc c'est un peu drôle. Et finalement, j'ai pas eu le visa, donc je suis pas partie. Mais la façon dont je justifiais cette démission, c'était ça. C'était je vais partir au Canada. Pourquoi tu l'as pas Et eu en le fait, visa? je l'ai pas eu parce que c'était une année où il y avait énormément de demandes. Et du coup, comme c'était un peu au petit bonheur la chance, je l'ai pas eu. C'est Enfin, ça, c'était vraiment il y a pas un de choix. quota? Il y a un quota, c'est comme une espèce de tirage au sort. Enfin, cette année-là, d'ailleurs, c'était même pas un tirage au sort, c'était chacun doit se connecter à une heure précise et faire refresh pour avoir le visa. Et en fait, c'était horrible. Leur site a craché. Enfin, c'était la dernière année où ils ont fait cette méthode parce que c'était complètement nul. Mais du coup, voilà. Du coup, j'ai pas eu le visa. Mais ça, je l'ai su que après, en fait. Mais pendant ma période de préavis, donc de cette agence, j'ai démissionné au bout de 6 mois. Je suis restée 8 mois en tout. J'avais 2 mois de préavis. J'ai eu l'idée de prête-moi ton chat. Donc en fait, c'était pas du tout, c'était pas du tout intentionnel de ma part. Je me suis pas dit, je me casse, je monte ma boîte, j'en ai marre des patrons. C'était pas du tout ça. C'était bon, je suis dans un environnement qui est pas du tout sain, qui me plaît pas, qui me fait vachement douter de moi. Donc je démissionne et je pars au Canada. Et en parallèle, j'ai eu cette idée pour prête-moi ton chat, euh, qui est, rapidement, prête-moi ton chat. En gros, c'est un site de cat sitting. Donc c'est un site où des propriétaires de chats peuvent trouver des gens pour s'occuper de leur chat. Et la différence avec les sites de cat sitting, la plupart des sites, c'est que les personnes qui gardent les chats, qu'on appelle les hôtes, sont pas rémunérées et le font pour soutenir une association caritative. Donc en fait, le propriétaire paye 3 euros par jour et il y a 1 euro qui est reversé à une association caritative, 1 euro par jour, que le cat sitter ou la personne qui garde le chat choisit. Donc voilà, c'était un modèle assez différent. Je voulais, l'idée c'était de faire un truc qui était plus social, qui était plus quelque chose de solidaire, une entreprise solidaire. Moi, je trouvais, c'était l'essor de Couchsurfing, Airbnb, Blablacar, les choses comme ça, et je trouvais ça génial de voir qu'en fait, on nous a menti, on nous a dit que seules les grosses entreprises pouvaient apporter une solution à nos problèmes, et en fait non. Les autres, de façon individuelle, on pouvait s'entraider. Et un de mes meilleurs potes du lycée, qui avait déjà monté une boîte, donc je lui en ai parlé et il m'a suivi et du coup on a monté ça tous les deux. Et du coup finalement le fait que je n'ai pas eu mon visa pour le Canada, ça nous a un peu arrangé parce que la boîte a commencé à prendre de l'ampleur sans vraiment que je l'anticipe. Et donc j'ai décidé de ne pas partir, de toute façon j'ai pas trop eu le choix, et de rester en France pour m'occuper du lancement de la boîte. Donc je suis restée 1 an en France pour m'occuper à 100% de Prête-moi ton chat.
Pourquoi la boîte, tu l'as pas lancée en parallèle de l'agence dans laquelle tu travaillais? Parce que c'est quelque chose que tu aurais sûrement pu faire. Sans doute, mais moi j'avais déjà démissionné, donc je me cassais quoi qu'il en soit, je partais. Et en fait, je me suis dit bon bah j'ai le choix, soit j'essaye de retrouver un boulot en pub et de faire Prête-moi ton chat en parallèle, soit je me mets à fond dans Prête-moi ton chat et on donne à la boîte toutes ses chances quelque part. Et du coup j'ai décidé de faire ça parce que je pense que j'avais aussi un peu envie d'un break de la pub. Ouais, j'avais besoin de réfléchir, j'avais besoin de savoir ce dont j'avais envie, parce que je m'étais retrouvée ouais, dans un environnement où je me forçais un peu, enfin, je savais plus trop pourquoi j'étais là, quoi. Donc je me suis dit, c'est aussi l'occasion, ça me donne une bonne raison de prendre du temps pour moi. Et puis, comme ça, au moins, je donne vraiment toutes ces chances à la boîte et je m'y mets à fond. Et cette énergie dont je parlais, qui était ce potentiel qui n'était pas exploité, dont je parlais tout à l'heure, bah là, je me dis, si je suis mon propre patron, moi, je vais l'exploiter, mon potentiel, mon énergie. Je sais que j'en ai et je sais que je peux bosser dur, donc autant y aller. Finalement, ça s'est un peu retourné contre moi parce que j'ai beaucoup trop j'ai été beaucoup trop obnubilée par la boîte. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre des limites, à savoir quand m'arrêter, à pas culpabiliser si je faisais autre chose. Parfois, juste comme j'étais retournée chez ma mère en banlieue, parfois juste prendre le train pour aller à Paris. Pendant je sais pas 30 minutes de train, j'étais là en mode mais là je perds trop mon temps. Pendant ce temps-là, je pourrais je sais pas répondre à des clients, je pourrais avancer sur ça. Donc vraiment c'était devenu pas du tout sain non plus. Et et je me suis un peu rendu compte que c'était pas non plus ça que je voulais faire. Je voulais pas être à la tête d'une boîte qui me prend tout mon temps, toute mon énergie. Et toute ma santé mentale. Donc après un an où en plus la quantité de travail quand même enfin ça a pris énormément de temps de lancer la boîte, mais ensuite bon ça a commencé à tourner un peu tout seul et du coup oui en effet j'avais des choses à faire mais beaucoup moins. Donc j'avais du mal à gérer la culpabilité aussi d'avoir moins de choses à faire, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse ça. Du coup, faudrait peut-être que je sais pas, je contacte des entreprises pour essayer de faire des partenariats, enfin des choses en plus que je déteste faire. Et voilà. Et je suis arrivée à un moment où j'en pouvais plus, j'en pouvais plus de Prête-moi ton chat, même si j'étais hyper fière de ce qu'on avait fait. J'avais pas envie d'aller plus loin et j'avais pas et tout le monde me disait mais tu devrais faire une levée de fonds ou t'as pensé à faire ça, faudrait que t'aies plus de clients, vraiment vous pourriez être le leader, et en fait moi je me rendais compte que ça m'intéressait pas du tout, j'avais pas du tout envie de créer une multinationale, quoi. Moi, j'étais hyper contente d'avoir créé cette petite boîte qui est basée sur la solidarité et d'avoir créé une communauté autour de ça parce qu'on se rendait compte qu'il y avait pas mal d'utilisateurs qui étaient fidèles au service. Les gens commençaient à se connaître dans le milieu. Les hôtes et les propriétaires commençaient à se connaître entre eux, à réutiliser les mêmes. Enfin, il y avait un truc vraiment chouette de communauté qu'on avait réussi à créer que je trouvais génial. Et pour moi c'était gagné, quoi. Pour moi il n'y avait pas besoin de faire autre chose, il n'y avait pas besoin et donc du coup j'ai eu envie de prendre du recul, de laisser la boîte grandir de manière un peu organique. Et moi, pour ma santé mentale, de prendre un peu de recul, de faire autre chose et de continuer à travailler sur Prête-moi ton chat, mais sans que ce soit mon unique priorité. Et du coup, j'ai décidé de déménager en Angleterre. Donc, je suis partie à Londres et j'ai voulu rebosser dans la pub parce que je me disais, je vais donner une seconde chance. En Angleterre, ce sera différent. Il y a moins d'harcèlement moral, les gens sont plus sympas, il y a plus de turnover, donc on essaie moins de te faire démissionner. Enfin, je sais pas, j'avais plein de grandes idées sur l'Angleterre
Euh, et, euh, et du coup, j'ai chopé un contrat en Angleterre assez facilement d'ailleurs dans une boîte de pub assez réputée. Et, euh, et je suis quand même restée 1 an et demi dans cette boîte, ce qui était mon record. Tout le monde... Bravo, félicitations. Je n'étais pas restée plus de 8 mois dans une boîte. Donc au bout de 8 mois, les gens commencent à m'envoyer des textos en mode «Hey!» Ouais, c'est ça, félicitations. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait le côté nouveauté qui était chouette. Parce que bah, tout était en anglais. Je travaillais sur des budgets internationaux, donc c'était un peu plus sympa. Ça avait un peu plus de consistance, on va dire. Et puis ouais, c'était nouveau, c'était une nouvelle ville. Je me suis fait plein de copains dans la boîte. En Angleterre, en plus, on va boire des coups après le boulot, donc c'était chouette. Il y a eu ce côté un peu cool pendant quelques mois, et en fait, très vite, je me suis retrouvée avec euh, mes vieux démons, on va dire. J'avais une manager pour laquelle j'avais aucun respect et qui faisait, enfin, à mon goût, pas bien son boulot. Et juste à cause de la hiérarchie, parce qu'elle avait été plus longtemps dans ce secteur, elle était haut placée, et elle me demandait de faire des choses qui pour moi n'avaient pas de sens, qui étaient pour moi une perte de temps, et elle me laissait pas faire les choses à ma façon, alors que moi, j'étais assez persuadée que c'était aussi une très bonne façon d'arriver à un résultat final et qu'il fallait juste regarder le résultat final et me laisser faire comme je l'entendais, quoi. C'est encore un problème de micromanagement. En plus, derrière ça, moi, j'avais déjà monté ma boîte. Donc, c'était un peu dur de se retrouver encore un peu en bas de l'échelle, alors que derrière, t'as réussi à créer, t'as une start-up qui roule, qui tourne, et, euh, et ouais, et du coup, je trouvais ça assez difficile. Et donc, j'étais pas du tout heureuse. J'ai fini par démissionner. Et je me suis dit, bon, je vais passer en freelance parce que, euh, parce que bah, ce sera plus flexible pour moi. J'aurai plus de temps pour m'occuper d'autres trucs. Ah oui, sachant que pour en rajouter une couche, j'avais décidé de prendre une licence de philo à distance cette année-là. Donc j'avais mon boulot dans la pub, prête-moi ton chat, et je faisais une licence de philo. Du coup, ça m'a bien permis de prendre du recul sur tout. Ça me permettait ça me faisait comme une soupape à chaque fois. Quand j'en avais marre de prête-moi ton chat, bah, j'avais toujours mon boulot et la philo. Quand j'en avais marre de la philo, j'avais toujours mon boulot et prête-moi ton chat. Quand j'en avais marre du boulot, j'avais les deux. Donc, ça me permettait de prendre plus de recul sur un peu tout. Euh, mais et du coup voilà, du coup j'ai démissionné de cette boîte et je me suis dit je vais passer en freelance, comme ça me laissera plus de temps pour faire d'autres choses. La pub me prendra pas autant de place dans ma vie, et et en fait c'était pas du tout une solution. Je me suis retrouvée je me suis à nouveau retrouvée dans une boîte avec une manager qui était juste incompétente bête et méchante. En fait, il y a beaucoup de gens bêtes et méchants. Euh, Enfin, j'en ai rencontré beaucoup, en tout cas dans ce secteur, et c'est ça qui est un petit peu difficile, parce qu'il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de frustration, et du coup, ça se ressent beaucoup dans les méthodes de management. Et moi, ça collait pas du tout pour moi. Et j'avais commencé aussi le théâtre, donc ça faisait aussi une quatrième chose. J'en avais beaucoup fait quand j'étais petite et j'avais repris à Londres, et ça me faisait aussi un truc qui était hyper important dans ma vie. Et et euh, et voilà. Et je me suis retrouvée dans cette boîte là pour un contrat de 3 mois où ça se passait très mal. En plus, c'était pour travailler sur des cigarettes électroniques, donc vraiment genre enfin, c'est vraiment le summum de pourquoi je fais ça. La pub, ça sert à rien. Je suis malheureuse. En plus, si tu regardes le résultat final, c'est nul. On veut juste faire fumer des gens. Euh, et, euh, et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit non, mais en fait, faut que j'arrête de
d'insister. Enfin, la pub, c'est pas pour moi. À chaque fois, je me suis dit non, mais c'est parce que ma manager, ou c'est parce que ma boîte, ou c'est parce que le compte sur lequel je bosse, et pas machin. Mais en fait, je me suis dit non, non, mais en fait, je suis juste pas du tout faite pour bosser dans un bureau. Enfin, j'ai un clair souci avec le management et la hiérarchie. Je crois que c'est pas fait pour moi. Et, euh, et donc, du coup, j'ai commencé à pas mal ressasser et à me dire, mais du coup, qu'est-ce que je veux faire? Euh, Et c'était et pareil en cours quand tu étais plus jeune? bah non, bizarrement, bizarrement, j'ai pas trop eu de problème avec l'autorité des profs. Parce que j'avais du respect pour mes profs, parce qu'ils avaient vraiment un savoir que moi j'avais pas et qu'ils allaient partager avec moi. Enfin, pour moi, je voyais très bien, je voyais très bien où on voulait en venir, quoi. Enfin, pour moi, c'était d'une logique imparable. Ils avaient quelque chose que j'avais pas. Ils étaient là pour me le donner. Moi, en retour, bah, j'écoutais, je prenais des notes et je faisais mes contrôles, quoi. Et après, si un petit peu en école de commerce, quand j'ai commencé à avoir des profs qui étaient pas très bons, là, j'ai commencé. Disons qu'en études supérieures, j'ai eu un peu du mal à aller en cours parfois. Pas parce que je faisais la fête jusqu'à pas d'heure, mais parce que juste je trouvais que c'était un peu une perte de temps. Parfois, quand tu avais des profs qui te récitent leurs slides et que tu es là, tu prends des notes, alors que bah, si toi, tu bossais chez toi tout seul avec un bouquin et les slides, que de toute façon, tu y avais accès, euh, c'était beaucoup plus. Enfin, moi, je trouvais ça beaucoup plus efficace de prendre 1 heure chez moi à bosser ce cours que de me taper 2 heures de, de, euh, de cours magistral d'un prof non, pas charismatique qui te lit des slides, quoi. Ça un peu. Là, j'étais un peu sur ce point. Mais au lycée, j'ai pas du tout eu ce problème, en tout cas. Bah, tu parlais de résultat final tout à l'heure, j'ai l'impression que peut-être que c'est parce que les profs à l'école, voilà, si tu as un examen ou que tu as un devoir à la maison, tu le fais comme tu veux, tu utilises les méthodes que tu veux Ouais, et ils te mettent une note à la fin, hein, ils jugent juste ouais, ta copie, alors que dans le travail, en tout cas là, ce que tu exprimes, c'est que tu avais l'impression d'être fliqué, contrôlé ouais. pendant toute la Tout le durée process. tout Ouais, le non, c'est processus. ça, t'as raison. T'as raison, ouais, ça doit être ça. C'est que si t'as envie de bosser 1 heure, oui, en plus, t'as ce côté, si tu veux préparer un contrôle en 1 heure ou que tu veux le préparer en 4 heures, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Alors que au boulot, t'es quand même obligé d'arriver à 1 heure précise. On t'impose de faire les trucs avec une deadline, même si bah, parfois t'as besoin de plus de temps, parfois t'as besoin de moins de temps. Enfin, c'est très cadré quelque part. Et même, enfin, moi, ce qui me rendait folle, c'est d'avoir à aller au boulot. Surtout dans la pub, en fait, ça marche par projet. Parfois, t'as beaucoup de boulot, parfois, t'as pas beaucoup de boulot. Mais pourtant, il faut quand même que tu ailles au boulot à une certaine heure et que tu partes à une certaine heure. Et ça me rendait folle, quoi. Ça me rendait folle parce que, enfin, moi, je me retrouvais, franchement, le nombre de documentaires que j'ai regardés au boulot parce que j'en ai rien à faire. Enfin, je trouve ça ridicule. Autant faire des choses plus intéressantes chez moi ou, ou je sais pas, faire ma lessive. J'en sais rien. Des trucs. Enfin, ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le fait de devoir être là, quoi. Ouais, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure dans l'optimisation du temps, d'être Ouais, dans le TGV ou dans le RER pour aller d'un point A à un point B et d'avoir une demi-heure à tuer, de ne pas pouvoir la tuer et de juste attendre. Et tu te dis, mais ouais, mince, je pourrais mettre cette énergie à faire complètement autre chose. ouais, c'est ça. Sauf que, enfin, non, c'est complètement ça. Sauf que bon, je pense qu'il faut accepter que que ça prend du temps d'aller d'un point A à un point B, alors que alors que au moins, enfin, pour le boulot, il y avait d'autres solutions, quoi. Il y a d'autres solutions que de venir le matin à 9 heures et de repartir à 6 heures. Enfin, clairement, si, mais après, enfin, c'est une question de changer les mentalités. Mais si on se concentrait beaucoup plus sur le résultat final, on n'aurait pas à faire venir les gens et qu'on se faisait beaucoup plus confiance aussi. On n'aurait pas à faire venir les gens à une certaine heure pour s'asseoir devant un bureau pour être sûr qu'ils sont bien là et qu'ils vont bien faire. Ou, enfin, je sais pas, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et ouais, et du coup, ouais, je me suis retrouvée à un moment où la pub, ça me rendait vraiment malheureuse.
En plus, la déception d'avoir bossé, d'avoir fait des plans pendant plus de 10 ans parce que c'était ce que je voulais faire et que voilà, et de me dire non mais en fait c'est ça, c'est nul. Et et à côté de ça, je me disais tout ça pour vendre du dentifrice. Enfin, je disais pourtant j'ai jamais bossé. Si j'ai bossé sur une marque de dentifrice, mais pas longtemps. Mais c'était vraiment tout ça pour vendre du dentifrice quoi. Ou tout ça pour vendre, je sais pas, du thé ou du whisky. J'ai bossé sur une marque de whisky. Tout ça pour vendre du whisky. Euh, et du coup, ma réaction, ma première réaction en me disant je veux plus faire ça, c'était de me dire je veux faire un truc qui a du sens. Je veux faire un truc qui a du sens, qui va aider les gens, qui va limite, je veux faire un truc. Je veux mettre ma marque dans ce monde, quoi. Genre, alors enfin, j'allais pas résoudre un théorème de maths, hein, mais il y a eu un moment, donc quand j'étudiais la philo, je me dis, je vais écrire un bouquin de philo. Où j'ai eu un moment où je me suis dit, je vais enseigner la philo parce que comme ça, je vais avoir un impact sur la vie d'étudiants qui, bon, peut-être n'aimeront pas, mais peut-être s'il y en a un sur 50 qui apprécie et qui se met à aimer la philo, enfin, j'aurais servi à quelque chose, quoi. Mais ça voulait dire revenir en France et j'ai beaucoup hésité, hein. Mais j'étais pas prête à retourner en France. Et j'avais aussi beaucoup peur, j'avais vraiment peur en rentrant dans l'éducation nationale, de me retrouver encore dans un carcan et de me retrouver encore un peu à devoir suivre un programme qui, par exemple, enfin que je trouvais pas nécessairement pertinent ou enfin, pas que ce soit le cas, hein, mais je me disais si je me retrouve dans l'éducation nationale et que j'ai un inspecteur sur le dos ou des parents enfin je me suis vue péter un câble en fait et me dire et du coup je me suis dit peut-être plus tard mais pas là, je suis pas prête. Et j'ai aussi, enfin non, j'ai pas envisagé, mais je me disais sinon, je pourrais monter une association caritative. Tu vois, je pourrais, je sais pas, aller en Afrique, ou je pourrais faire médecine. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je peux ouais. Et là, dans le cinéma, en tant que comédienne, c'est pareil, tu vas avoir un réalisateur, un producteur, il y a quand même des gens qui dirigent. Ouais, ben ouais, je sais, c'est une crainte hein, que j'ai, mais quelque part, chacun a son métier dans le cinéma, j'ai l'impression. C'est-à-dire que comment dire? Moi, dans la pub, je trouve que on fait plus ou moins tous la même chose, mais à des rangs différents, mais on a des titres différents. Du coup, en fait, Et t'as pas t'as l'impression, moins. t'as pas Ouais. l'impression que ça va être encore plus compliqué dans le sens où au travail ou quand t'es élève, t'es jugé sur ce que tu rends, sur ta copie, et là en tant Ouais. qu'actrice, ben t'es jugé sur alors ta prestation, mais disons que c'est toi qui es jugé, tu vois, Ouais. c'est pas ton travail. Alors si t'as raison, tu peux. Ben, en fait, je pense que c'est aussi venu avec un travail sur moi d'arrêter de prendre trop au sérieux le jugement justement des autres ou enfin moi j'avais un peu le syndrome de la bonne élève voilà rendre une copie, avoir une note et voilà. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est ça ta valeur c'est une note sur 20 quoi. Et en fait c'est aussi réussir à faire un travail ouais sur moi et prendre le recul que bah non ta valeur c'est pas ta note sur 20 en français ou en maths tu vois. C'est juste une mini part de tes compétences dont tu vas plus ou moins te servir plus tard. Et dans la pub, non, ta valeur, c'est pas d'avoir bien pris des notes comme il faut ou ou je sais pas, de bien respecter ta deadline pour que cette campagne de pub pour le whisky sorte au Brésil. Enfin, tu vois, genre, non, ça n'a rien à voir avec ta valeur, quoi. Et du coup, dans le
le fait d'être actrice, c'est aussi réussir à prendre du recul et dire, bah non, ta valeur, c'est pas. En plus, enfin, c'est un métier qui est, enfin, c'est un métier, c'est une industrie qui est encore très superficielle. Et donc, bah non, non, ta valeur, c'est pas d'être jolie, ta valeur, c'est pas de, je sais pas, d'avoir fait, j'ai même pas, enfin, tu vois, genre, j'ai pas d'exemple, mais c'est un gagne-pain aussi, quoi. Ça remet pas en cause le fait que tu sois quelqu'un d'intègre, le fait que tu sois quelqu'un de moral, enfin, tu vois, genre, Mm. ouais, je sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais. Et du coup, Mais pourquoi être parti au Canada pour te euh, lancer dans le cinéma? ouais, et ben alors en fait c'est assez drôle. J'avais fait ma demande avant. J'avais fait ma demande quand j'étais encore dans la pub pour le visa. Parce que je sais pas, un soir j'ai dû péter un câble. Je me suis dit non mais de toute façon Londres c'est nul. Et donc du coup j'ai fait ma demande pour le Canada et je l'ai eu genre un mois après. Ils m'ont dit, enfin, j'étais une des premières. Maintenant c'est par vague de tirage au sort et j'étais dans une des premières vagues. Je me suis un peu retrouvée en me disant ah bon ah. Et j'étais pas sûre de vouloir partir, du coup, parce que voilà, je commençais à trouver un peu mon rythme, à trouver un peu ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, ouais, donc j'ai arrêté la pub, j'ai commencé à passer des auditions et ça a commencé à prendre. Enfin, j'ai tourné dans quelques courts-métrages. Euh, J'ai vu que t'avais donc, tourné, j'ai regardé tout à l'heure et je suis tombé sur toi sur IMDb. T'as fait une ouais. apparition dans le film de Ridley Scott qui va sortir en fin d'année, c'est ça? Ouais, mais enfin en plus ils sont en train de tout retourner. Mais oui, mais alors ça, ouais, ça c'était plus de la chance. En fait, j'ai donc pour pouvoir payer mon loyer, je faisais de la figuration et donc je me suis retrouvée en figuration sur le film de Ridley Scott. Donc, enfin, la figuration, c'est vraiment genre, tu fais partie t'es derrière, on te voit à peine, t'es un peu flou. Et j'ai fait 4 jours sur ce film. Et en fait, le quatrième jour, ils m'ont donné du texte et ils m'ont donné un rôle. T'es dans Et un lit du coup, d'hôpital, c'est ça? non. Non, c'est pas ça? Il y a une photo où Ah t'es dans non, ouais, ça, c'est un autre truc. C'est un autre film. Non, non, je suis la bonne. Je suis la bonne de Kevin Spacey, mais ce sera plus Kevin Spacey. Et en gros, ils m'ont fait. Enfin, je suis restée 4 jours et il y avait 6 personnes qui étaient censées être le personnel de maison. En fait, ils n'ont utilisé que moi et à la fin, ils m'ont carrément, ils m'ont changé mes vêtements et tout. Ça se passe pendant la nuit et genre du coup, ils m'ont mis en chemise de nuit, les cheveux à n'importe comment et à courir partout parce on trouve plus le patron. Donc voilà. Donc a priori, donc j'ai toujours pas vu le film. Enfin, il est pas sorti. Ils sont en train de remplacer le personnage de Kevin Spacey donc par un autre acteur. Donc je sais pas si je serai dans le montage final, mais on verra. Mais t'as tourné Mais où? c'était C'était à génial. Londres ou c'était déjà au Canada? D'accord. C'était à Londres. Et ouais, c'était ouf. Enfin, c'était incroyable. T'as Ridley Scott qui vient, qui te serre la main, qui dit comment tu t'appelles, ah cool. Et donc en fait la scène c'est ça, tu vas devoir faire ça. Je dis ah, oui d'accord, monsieur. Non, c'était incroyable. Ouais, c'était vraiment une super expérience. C'était drôle, mais là c'était vraiment de la chance quoi. Enfin de toute façon la vie c'est beaucoup ça, hein, c'est beaucoup de la chance. Parce que là, Mais du coup, comment ça se passe? T'as un agent, tu réponds à des offres, euh, tu fais des castings. bah là pour l'instant, alors je trouve ça, enfin je trouve ça dur. Ça fait que 2 mois que je suis au Canada hein. Et je suis à Vancouver, qui est une ville qui est très où il y a beaucoup de tournages, il y a beaucoup de séries américaines qui sont tournées ici. Et donc du coup, là je passe des castings mais plus pour des petits trucs, des courts-métrages, des trucs étudiants pour commencer à avoir un peu de l'expérience ici. Et j'ai commencé à rencontrer des agents. Donc j'ai pas encore d'agent. Mais c'est là que je me rends compte que c'est très superficiel. On m'a, ouais, enfin, on parle beaucoup du physique, chose que je trouvais, enfin, je voyais pas trop à Londres, mais là, c'est vraiment, ah oui, il faut être, si tu vas à une audition, il faut que tu sois magnifique.
Il faut que ton accent, alors on me parle, enfin faut que je travaille sur mon accent aussi parce que j'ai un accent qui est plus britannique et il faut que j'ai un accent plus américain maintenant. Donc, enfin j'ai pas mal de boulot. Mais ouais, enfin, pour répondre en rapide à ta question, ouais, je passe des auditions à droite à gauche pour essayer de tourner dans des petits courts-métrages là pour l'instant. Et je me rends pas compte, la fréquence, c'est quoi? T'en fais plusieurs par semaine? Je vais dire en moyenne, alors à Londres, franchement, à Londres, il y a beaucoup de choses, hein. Et j'avais à peu près, en moyenne, 2 auditions par semaine, on va dire. Et mais le pourcentage d'auditions qui débouchent sur un projet est quand même très limité. Enfin, mais ça, c'est tout le temps partout, hein. Et du coup, ouais, c'est dur parce que tu es tout le temps en train de passer des auditions et finalement, enfin, moi, pendant un long moment, enfin, pendant peut-être 3 mois, je passais beaucoup d'auditions et je tournais rien. Et c'est hyper frustrant et c'est hyper dur. Enfin, psychologiquement, c'est un peu dur. Et c'est pour ça que je te dis qu'il faut prendre le recul de pas prendre personnellement. Parce que ça dépend de tellement de choses. Et j'ai lu quelque part, mais ça, je pense pas que c'est vrai, c'est à peu près 40 auditions pour un tournage. Mais moi, de mon expérience, je vais dire c'est à peu près 10 ou 15 auditions pour un truc, pour déboucher sur un truc. Puis ça doit dépendre de l'importance du rôle aussi. Ouais. Si on ne propose que de la figuration, peut-être que Ah ton oui, non, ratio, mais la figuration, c'est pas. Enfin, moi, je sais pas, c'est pas des auditions. Enfin, pour moi, c'est D'accord, vraiment, ok. je fais ça comme un petit boulot. La figuration, c'est pas du tout. C'est deux choses distinctes. C'est 2 choses distinctes. Je peux pas du tout le mettre. Enfin, ouais, c'est pas du tout du jeu de comédien, quoi. La figuration, c'est vraiment marcher d'un point A à un point B 15 fois pour faire comme s'il y avait du monde dans la rue. Enfin, c'est. Ouais, je le mets pas du tout dans le même panier. Mais ça paye le loyer, donc c'est cool. Bon, et du coup, tu ne dois pas, comme tu as pu faire auparavant plusieurs fois, tu ne dois pas arrêter d'un seul coup du jour au lendemain. Bah, si, c'est un risque, hein. Enfin, c'est un risque, mais en même temps, tes journées sont tellement toutes différentes les unes des autres, et les projets sont tous différents les uns des autres. Quand enfin, moi, j'ai pas encore fait de longs métrages, enfin, de gros trucs où je bossais dessus pendant 2 mois, mais, euh, mais en général, c'est même pas une semaine les tournages. Donc, tu passes très vite à autre chose en fait. Tu vois, genre t'as ce rôle, t'as ce truc, enfin, je sais pas, moi je trouve que ça me correspond mieux et c'est tellement plus spontané, inattendu comme genre de vie. Je sais pas, c'est très dur parce que il y a beaucoup de rejets. Enfin, tu te mets tout le temps un peu à nu et finalement on te dit non merci ça va. Et du coup, c'est assez dur, mais pour l'instant, moi, ça me va bien. Enfin, ça me pose pas de problème. Mais par contre, enfin, bien sûr, si jamais ça me plaît plus, je changerai, je ferai autre chose. Et financièrement, c'est aussi beaucoup moins stable. Ah oui, financièrement, ça n'a rien à voir. Mais justement, ça m'a fait me rendre compte que, enfin, moi, quand j'étais dans la pub, surtout quand j'étais en freelance, on gagne quand même pas mal. Euh, En fait, comment dire, je vais reformuler ça. Quand j'ai débuté, j'étais stagiaire. Et donc, t'es stagiaire, t'es très mal payé. Et tu dis, ah là là, j'espère que j'aurai un vrai salaire un jour. Et du coup, après, t'es pris et t'es tout junior. Et du coup, t'es quand même pas très bien payé. Et tu dis, ah, disons, vivement que j'ai plus. Et après, t'as plus et tu veux encore plus. Et en fait, tu t'adaptes. Il y a un truc qui se passe, c'est que t'es tout le temps, à la fin du mois, t'es tout le temps ric-rac, quel que soit ton salaire. Et même quand j'ai commencé à avoir un salaire qui était vraiment plutôt décent, j'étais toujours mal à la fin du mois, quoi. Et je me suis dit, mais c'est ridicule, quoi. En fait, on s'adapte on adapte sa vie à son salaire. Mhm. Et enfin, ça fait un peu.
Enfin, je sais pas, moi ça m'a fait un peu bader et je me suis dit, quand j'ai décidé que je voulais tenter ma chance en tant qu'actrice, j'ai commencé à vraiment mettre de côté et du coup, enfin, j'ai vraiment coupé mon salaire, je mettais la moitié de mon salaire de côté. Et chose que je pouvais même pas envisager avant parce que vu que j'étais tout le temps récrèque à la fin du mois. Et en fait, tu t'adaptes pareil, bah, au même titre que tu t'adaptes quand ça grossit, tu t'adaptes quand ça diminue. Et finalement, je me suis rendu compte que tu pouvais vivre avec pas grand-chose et tu pouvais très bien vivre. Enfin, tu pouvais être heureux. Quoi. Et mon niveau de vie a diminué. Je pense qu'il a été divisé par 3 à peu près. Et en fait, ça va bien, quoi. Enfin, c'est pas du tout. Enfin, oui, bien sûr, il y a des moments où tu te dis, oh là là, quand même, j'aurais bien aimé aller au resto ou j'aurais bien aimé m'acheter ces chaussures qui sont vraiment très cool. Mais en vrai, enfin, tu passes vite outre. Et moi, je me suis rendu compte que bah, avec moins, je vivais beaucoup mieux. Et enfin, t'as plus, c'est complètement cliché ce que je veux dire, mais t'as plus la valeur de l'argent, quoi. T'es plus, tes dépenses, elles sont plus réfléchies et t'achètes des choses qui te font plus plaisir et enfin c'est vraiment beaucoup plus sain, je trouve, de faire plus attention. En fait, t'es beaucoup plus conscient de tout ce que tu fais lié à l'argent. Et je trouve ça chouette parce que du coup, tout est très bien réfléchi. Et puis, si tu veux te faire plaisir, enfin, ça te fait vraiment plaisir parce que c'est pas un truc que tu fais souvent. Et tu vois, enfin, genre, ouais, enfin, voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, ouais, ma relation à l'argent a énormément évolué. Elle avait déjà évolué un peu avec Prête-moi ton chat parce que je me suis rendu compte que pour moi, le succès, c'était pas de faire de l'argent pour une boîte. Et beaucoup de gens Ne le en fait comprennent disent pas. oui mais ne le comprennent pas et ou disent oui mais si tu veux réussir, oui mais si tu veux que ta boîte elle marche. Et je fais mais ma boîte elle marche, hein. Ça fonctionne très C'est bien, ça, elle tourne toujours en plus. elle tourne toujours, les gens sont contents. On doit avoir 7000 utilisateurs, ce qui est génial. Et les gens reviennent. Et enfin, pour moi, ma boîte, elle marche. Mais pour les gens, quand ils disent si tu veux que ta boîte marche, c'est si tu veux que ta boîte fasse des millions. Bah, déjà, ça m'a fait un décalage entre la plupart des gens et la mentalité et moi, ce que je ressens et la façon dont je vois les choses et faire de l'argent. Et surtout après avoir bossé dans la pub, c'est encore pire, quoi. Enfin, et du coup, ça colle beaucoup mieux avec mon état d'esprit et ma vision des choses, de pas gagner beaucoup, mais au moins de faire un truc qui me rend heureuse, quoi. Et t'arriverais à dire justement pourquoi tu penses que t'es bien plus heureuse maintenant? Est-ce que c'est Euh, la liberté que t'as gagnée? je pense qu'il y a beaucoup, il y a la liberté, il y a aussi le fait de m'être détachée de plein de choses qui étaient, comment dire, je me mettais pas mal de limites. Pour moi, par exemple, pendant longtemps, être actrice, enfin, c'était pas un truc envisageable pour moi parce que c'était plus un hobby en fait. Euh, C'était pas quelque chose dont tu faisais une carrière. Enfin, il y a des gens qui arrivaient et c'était génial, mais bon, moi, comme j'avais un diplôme et que j'avais enfin, j'avais je pouvais faire autre chose, bah autant faire autre chose parce que c'était une vraie carrière, quoi. Enfin, c'était une vraie façon de gagner de l'argent et d'être adulte. Et déjà me libérer de ça et me dire ben non, en fait c'est possible, si c'est pas grave, hein, de pas avoir un CDI ou un boulot à plein temps, du tout même, c'est possible. Enfin, et je l'ai dit à plein de gens, même déjà quand je suis passée en freelance, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais, mais ça va pas. Tu pouvais avoir la sécurité d'un CDI et tu décides de faire du freelance où tu sais pas où tu seras dans un mois et tout. Et je disais mais c'est pas grave, hein. Enfin, et au pire, si ça marche pas, je reprendrai un CDI. Enfin, c'est pas c'est
je peux tenter et au pire, je me casse la gueule, mais bon, ça va, je vais pas mourir, quoi. Enfin, tu vois, genre. Et, euh, et du coup, en fait, ça s'est un peu fait progressivement. Hein, d'être passé en freelance, ça m'a libéré un peu du côté faut avoir un contrat, faut avoir un CDI, faut avoir machin. Et après, de complètement passer je sais même pas comment dire, en indépendant, intermittent du spectacle. Là, ça m'a vraiment mis la vraie liberté oui, d'accord, il faut que je paye mon loyer. Donc ça, je le sécurise. Mais après, à côté de ça, je fais ce que je veux, quoi. Si j'ai envie je sais pas, de monter une pièce de théâtre, je peux monter une pièce de théâtre. Si j'ai envie je sais pas, de faire un court-métrage, je peux me donner les moyens de le faire. Et ouais, donc c'est la grosse liberté. Et puis c'est surtout, en fait, vraiment faire un truc que tu kiffes, quoi, qui te fait... Enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression quand je joue, on n'a pas de mot en français, to act. Quand je joue la comédie, j'arrête de réfléchir un peu. Et ça fait du bien aussi. De mettre mon cerveau un peu en pause et juste de ressentir. Et c'est des choses qu'on fait pas assez, je pense. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue énormément, voilà, au bonheur. Mais c'est dur de mettre des mots dessus. Hein. Mais en tout cas, je sais que je regrette pas du tout mon choix. Du tout. 0 seconde. Et si t'avais pu faire quelque chose différemment, t'aurais quitté peut-être plus tôt? Non, je pense pas. En fait, bien sûr, comment dire? J'ai envie d'avoir. Si la Marie de maintenant parlait à la Marie d'avant, elle voudrait qu'elle soit heureuse le plus longtemps possible, tu vois, qu'elle soit pas malheureuse dans la pub comme ça. Mais en même temps, j'ai le sentiment que tout a participé, tout ce que j'ai fait, tout mon parcours a participé au fait d'en être là aujourd'hui. Si j'avais pris cette décision avant, elle aurait peut-être pas été aussi réfléchie, elle aurait peut-être pas été aussi pertinente. Je pense que, et encore une fois, c'est très cliché également, mais je pense que c'est tout mon parcours qui a fait que j'arrive à en être là aujourd'hui, que je suis sereine, que je suis en phase avec moi-même. Et si j'avais fait les choses différemment, peut-être que j'aurais loupé une sortie, quoi. Donc non, je ferais pas les choses différemment. Je pense que c'est ça aussi qui m'a construit et qui fait que je sois capable. Si j'avais pas été dans cette agence où pratiquait le harcèlement moral, je sais pas si j'aurais pu bosser dans une industrie qui est aussi dure. Tu vois, avec le recul je sais pas si j'aurais eu le recul nécessaire. Si j'avais commencé on en voit plein hein, à Hollywood des nanas ou même des mecs qui ont 18 ans, qui commencent et qui comprennent pas ce qui leur arrive et qui ont pas le recul, qui ont pas la maturité et qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui derrière n'arrivent pas à gérer tout ce qu'il y a autour, parce que finalement être acteur c'est pas juste jouer la comédie, ça c'est une partie infime, c'est aussi beaucoup de management de soi, et ça je l'ai appris dans la pub, je l'ai appris en montant ma boîte, voilà. Très bien. Écoute, merci Marie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De continuer à m'écouter. Je crois que c'est ça, en fait. La clé, c'est que faut juste s'écouter et arrêter faut pas laisser ses peurs guider le truc, quoi. Parce que en fait, il y a rien qui est vraiment très grave hein, dans la vie. Au pire, tu perds ton boulot, t'en trouveras un autre. Enfin, tu vois, ouais, c'est ça. C'est juste, c'est important d'être heureux. C'est plus important que la sécurité financière, ou c'est plus important parce qu'on retombera toujours sur nos pattes, hein. Donc voilà, continuer à m'écouter et à pas avoir peur. Si vous en êtes arrivé là, c'est probablement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez évidemment toujours vous abonner à notre chaîne SoundCloud ou nous mettre un avis sur iTunes. Merci beaucoup et à bientôt.